Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que je n'ai pu assister qu'à une partie de vos débats, mais c'était tout à fait passionnant. Et je remercie beaucoup Madame la Présidente régionale, enfin, tous ceux qui sont intervenus, Madame la Directrice que je cherche, je regarde, voilà, avec lesquels on avait échangé à Paris sur ces sujets. Enfin bref, tous ceux qui sont intervenus, parce que vous êtes sur un sujet qui, pour moi, est vraiment extrêmement important. Comme Michel Martin, que je salue, nous sommes des personnes qui venons du privé. Et c'est vrai que quand on arrive, parce que voilà, on a fait ce choix politique, ce choix personnel de nous engager en politique, on arrive dans un environnement que certains de nos compagnons connaissent bien. Je salue Charles-Éric, qui lui connaissait bien ce monde des collectivités, que nous ne connaissions pas en arrivant en 2001. Ben, on découvre ce qu'est la comptabilité d'une ville, une comptabilité qui est une comptabilité qui s'apparente à une comptabilité de caisse, des différences avec la comptabilité ou d'engagement à l'époque de la communauté de communes, puis communauté d'agglomération très vite. Et bref, des raisonnements qui ne sont pas ceux auxquels on est habitué. Alors on a de la chance, nous on arrive au moment où une première révolution comptable nous amène à une normalisation des comptes qui n'est pas très très éloignée, classe 6, classe 7, classe 1, classe 2, ça nous parle, mais qui n'est pas très très éloignée de ce que l'on connaît dans les plans comptables des entreprises, mais c'était tout récent. Et on voit bien que de toute façon, l'approche culturelle, elle est quand même assez différente quand on discute avec les excellents agents publics que nous avons dans nos services, et puis avec l'État qui arrive sur ce système d'ordonnateur mandataire qui est une singularité par rapport à ce que nous connaissons évidemment dans le monde entrepreneurial. Et c'est là qu'on peut se poser des questions sur les doublons, sur la façon, sur les lourdeurs, sur la façon de faire. Et puis assez vite, on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas dans le monde de l'entreprise. Et qu'on n'est pas dans le monde de l'entreprise parce que les finalités ne sont pas les mêmes. Le rapport de la valeur ajoutée produite dans l'entreprise est assez différente dans le monde public, puisque nous vivons sur une partie de la valeur ajoutée qui a été produite à l'extérieur, et la valeur ajoutée que nous produisons nous-mêmes par les institutions que nous pilotons, elle est davantage liée aux externalités liées aux investissements, aux dépenses de fonctionnement que nous engageons, qu'à de la production sonnante et trébuchante que l'on peut mesurer comme on a l'habitude de le faire simplement dans nos entreprises. Donc déjà, il y a une différence qui est importante parce qu'elle répond à quelques éléments qui ont été posés, me semble-t-il, en sous-jacent de la notion d'information financière. Information financière, pourquoi ? Est-ce qu'il faut aller plus loin que l'appréciation de la fiabilité des comptes ? Est-ce qu'il faut que le commissaire aux comptes, quelque part, pour moi, se substitue aux fonctions des politiques qui, lui, décident de la dépense ? C'est pas certain, mais je conclurai là-dessus. Et on voit au cours de ces 15-20 dernières années toute une évolution sur la comptabilité avec une montée progressive de cette idée que finalement les collectivités publiques et les collectivités locales notamment, dans le sens d'ailleurs de ce que Philippe Séguin a lancé en tant que premier président de la Cour des comptes lorsqu'il a introduit la certification des comptes de l'État, je crois que c'était vers 2007 ou quelque chose comme ça, où il a introduit... pardon ? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je me suis trompé d'une année. On était en 2005-2006. Et cette certification des comptes, dont j'ai vu effectivement en tant que membre de la commission des finances, alors je cherche les yeux M. Cotte, voilà, il est là. Donc je faisais partie de ceux qui rédigeaient des rapports. Là, vous savez, quand on rédige des rapports, on parle peu quand même en commission. Mais par contre, il faut lire. Parce que tout le travail, il est fait en amont. Et là, on parle beaucoup de chiffres. Et tout ce qui était, avec toute cette montée en puissance à la fois de la certification, de la LOLF qui est très sous-utilisée, alors que c'est un outil extrêmement puissant pour ceux qui ont pris le temps d'étudier un peu la matière. Tous ces éléments-là amènent un autre regard sur les comptes publics. Il était logique que ça débouche à un moment donné sur les collectivités locales. D'autant qu'il y a aussi quelque chose qui est un petit peu en arrière-pensée, c'est que quelque part, c'est aussi sans doute, à l'échelle globale du pays, une source d'économie budgétaire. J'ai les choses comme elles sont. Mais à un moment donné, on a quand même des personnels qui font plusieurs fois un peu la même chose.
Et donc, si on peut arriver à fiabiliser la récupération de l'information, le traitement de l'information et des flux de façon plus standardisée, plus mutualisée, on va commencer par de la mutualisation, c'est d'ailleurs ce qui commence à être engagé à la suite de ce travail de certification et du compte unique. Et derrière cette mutualisation, à un moment donné, on aura des convergences de personnel. Il y a un débat aujourd'hui avec l'État pour savoir comment est-ce qu'on se partage les coûts à venir des fameuses agences uniques comptables intégrées au sein des collectivités locales. Mais on voit bien comment tout ça est en train de se profiler, comment tout ça est en train de converger, et plutôt vers de la simplification. Mais derrière la simplification, il fallait qu'il y ait cette première étape de fiabilisation. Donc c'est pour ça que j'étais très heureux lorsque j'ai vu apparaître ça dans la loi de Mme Lebranchu, je crois, la possibilité d'expérimenter la certification, de pouvoir s'engager très tôt. Et merci aux équipes d'Orléans d'avoir été à la pointe de cette démarche. Je terminerai juste pour dire qu'effectivement, moi, ce que j'attendrais d'une certification, c'est d'abord qu'elle me dise que, ce qui est important dans la certification, c'est le regard du tiers. C'est ça qui est essentiel. Moi, c'est ce que j'ai vécu au sein de mon entreprise. Parfois, le tiers assume alerter sur des éléments où finalement l'entreprise pouvait être en risque par rapport à des engagements qu'elle avait tenus. Alors je ne parle pas par rapport à l'État lui-même, ça c'est classique, mais par rapport même à des éléments contractuels structurant l'activité de l'entreprise. Et le commissaire aux comptes a des regards sur la façon dont l'entreprise est loyale à l'égard des tiers. Et cette loyauté à l'égard des tiers, elle est fondamentale pour le regard que les autres, après, vont porter à l'entreprise. Et même si jamais vous-même, vous n'êtes pas le mieux placé pour imaginer quel est le regard des autres sur vos propres comptes, en tout cas sous l'angle des contrats, des engagements, de ce qu'il y a de plus objectif dans les engagements qu'a pris l'entreprise. À l'égard d'une collectivité publique, cette logique de loyauté, elle est d'abord, évidemment, on pourrait le dire, et on le dit tous les jours, à l'égard de nos concitoyens. Ça sera ma conclusion. Mais il y a d'autres éléments. A fortiori, quand l'État nous demande lui-même des engagements quasi contractuels sur nos dépenses, par exemple, ou sur le niveau d'autofinancement. Est-ce que la loyauté des parties, l'un à l'égard de l'autre, est dans le seul respect d'un chiffre, l'augmentation de nos dépenses, par exemple, ou il est sur d'autres éléments qui figurent dans la loi de finances et sur lesquels, là, en l'occurrence, nous allons, nous, attendre quel est le rapport de la loyauté de l'État à notre égard du fait que nous avons bien réalisé ce sur quoi nous étions engagés. Un commissaire aux comptes pourra avoir un avis sur ces points-là dès lors qu'il constate les faits dans l'exécution du compte administratif. Donc tous ces éléments-là de fiabilité, de loyauté, pour moi, sont les éléments qui sont sous la responsabilité de la certification et du commissaire aux comptes. Et c'est un petit peu ce que vous aviez abordé. La Cour, c'est encore autre chose, me semble-t-il. Et d'ailleurs, elle aura une place à trouver dans tout cet équilibre normatif. Le dernier élément, c'est l'information financière. Moi, je n'ai pas envie que ce soit un tiers technique qui explique devant mes concitoyens les choix, les éléments que j'ai choisis avec mon équipe municipale et mon équipe politique. Vous avez des communes qui considèrent que l'endettement, c'est le diable. Vous en avez d'autres qui disent « Nous, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'on investisse à tout prix. Tant qu'on peut, on y va, on fonce, on s'endette. » Évidemment, à Orléans, par exemple, on a choisi une position qui est plutôt proche de la première segmentation, même si on a une dette, mais qu'on essaye de maintenir. Mais on ne se refuse pas d'investir au motif que. D'autres communes le font. C'est des choix qui sont en rapport étroit avec l'électeur, avec l'engagement politique que l'on a pris. Et pour moi, c'est de la responsabilité de la ville, de l'équipe municipale, de l'équipe communautaire, de devoir expliquer les comptes et d'être effectivement des plus pédagogues possibles. Un autre élément dans cette pédagogie, et qui je crois est une singularité orléanaise, souvent soulignée par Charles-Éric et par Michel Martin, c'est la consolidation des comptes. Alors la consolidation, je sais que c'est un vaste débat parce que ce n'est pas une vraie consolidation au sens là encore, privé du terme. Mais on fait semblant, on emploie à peu près les mêmes méthodes. Sur les vrais chiffres, par contre, on ne gonfle pas le nombre d'habitants ou autre pour avoir des ratios. Mais
Et ça donne quand même une image qui ne correspond pas de la même façon que dans le privé à ce que pourrait représenter un risque financier, par exemple, mais on s'en approche. Et surtout, on voit bien que si jamais il y avait des dérives, de toute façon, on serait appelé à la rescousse quasiment de la même façon qu'une société mère, par exemple, devrait le faire. Si je prends une association qui, selon nous, sur le plan politique, a une valeur ajoutée importante sur le territoire, et qu'elle est en difficulté, ben on va sursubventionner. Alors on va la regarder, on va auditer, on va voir qu'il manque 80 000 euros. Bon, mais on va servir, si on le décide politiquement, de filet de sécurité. Ça ne veut pas dire que toutes les associations doivent faire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on a une responsabilité financière à l'égard de la poursuite de l'action privée, parce que c'est une association, mais d'intérêt public, que nous soutenons. Et à partir de là, il est important d'avoir la vision globale de ce que nous soutenons au regard de la part des engagements financiers que nous représentons dans leur activité et dans leurs recettes notamment. Lorsqu'on consolide, c'était un long débat entre nous deux, les HLM par exemple, qui d'un seul coup gonflent la dette des collectivités. Bon, moi j'ai simplement à chaque fois demandé qu'on rapproche les centaines de milliers de mètres carrés que nous avons à l'actif et qui sont sous-jacents quand même à cette dette. L'un et l'autre représentant les mètres carrés ayant une valeur vénale. Alors dans le logement social, ça ne vaut pas grand-chose, hein, la valeur vénale, tant que les biens sont inaliénables. Mais quand même, ça dégage un rendement, une valeur qui fait qu'on est à peu près à 3-4 fois la valeur de la dette. Donc ça reste jouable sur le plan de la consolidation. Mais c'est important de l'avoir, ne serait-ce que parce que l'on garantit ces emprunts, même si jamais aujourd'hui, aucun organisme HLM n'a fait jouer cette garantie auprès d'un organisme, d'une collectivité territoriale. Il n'empêche que le risque, la vue du côté du commissaire aux comptes, ben, il devrait constater qu'il y a la garantie et qu'elle peut être appelée si jamais l'organisme est en très grande difficulté. Donc voilà, on est dans ces éléments-là. Mais l'information de nos concitoyens, elle doit être faite, selon moi, par le politique, par les équipes municipales. Elles doivent être assumées par elles. Et le commissaire aux comptes les aide en disant « Moi, sur le plan technique, tout va bien, modulo 1, 2, 3, 4, 5, mais en dehors des 5 remarques qui ne sont pas des réserves, ça va. » À partir de là, le politique peut commencer à expliquer sa politique et expliquer les chiffres qui sont liés à sa politique. Là, il y a un biais qui, à mon avis, est très insuffisant encore, c'est l'aspect des indicateurs. C'est-à-dire que nous, on va voir les chiffres. On va dire on investit tant pour les écoles, pour le sport, pour etc. Mais est-ce qu'on a les séries longues sur le nombre de licenciés en sport, par exemple, corrélé à l'évolution des investissements que l'on ferait, par exemple, dans ce domaine? Est-ce qu'on est bien en phase avec l'évolution du coût des élèves du premier degré, puisque nous, on est maternelle et premier degré? Est-ce que tous ces éléments-là, qui en tant que commissaire aux finances au niveau de l'Assemblée nationale, m'ont passionné dans le cadre de la LOLF, parce qu'il y a tout ce travail qui est fait d'indicateurs. Alors, je sais que c'est irrégulier, il y a des fois où on regarde un indicateur de performance qui m'avait surpris, c'était le nombre de pages lues sur le site internet du ministère. Voilà. Donc, on va dire que c'est très irrégulier comme type d'indicateur. Mais enfin, on peut en trouver un certain nombre. Et là, je trouve qu'il y a un effort à faire du côté de la collectivité pour fiabiliser justement et s'assurer d'un résultat politique dans le long terme qui est intéressant, important, et qui permettrait de mesurer la bonne appréciation de l'usage des deniers publics. Donc ça, c'est à faire. Et puis, il y a un dernier élément, c'est là-dessus que je conclurai, qui est un élément de préoccupation qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est que dans une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. On a cette espèce d'effet endogène, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, ce que j'expliquais tout à l'heure. Pardon, dans les collectivités, nous, nos recettes, si on a un souci, ça reste quand même l'impôt. Et le citoyen, il le sait. Ce qui fait qu'il y a un moment donné, dans le dialogue que l'on peut avoir avec lui, il y a toujours une demande sociale extrêmement forte, de demande de dépenses publiques supplémentaires. On est dans un pays qui est beaucoup, beaucoup nourri par la dépense publique. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un rappel, c'est l'impôt. Et nous, on l'emploie régulièrement. Quand on dit, par exemple, dans notre programme électoral,
vous voulez une piscine importante, 20 millions d'euros. Nous, on pourra la faire que si jamais on a la marge de manœuvre financière. OK, si on l'a, on la fait. Mais si on ne l'a pas, comme on ne veut pas augmenter les impôts, on ne la fera pas. Et pour les gens, l'augmentation de l'impôt est un inconvénient qui est supérieur à l'avantage d'avoir la piscine. Il se trouve qu'en l'occurrence, on a retrouvé les marges financières parce qu'un gros investissement n'a pas été fait, on le récupère là-dessus, on lance donc ce projet. Mais ce rapport à l'impôt, il permet d'autoréguler un dialogue entre les équipes politiques et nos concitoyens. Dans une ville comme Orléans, où 75% à 80% des habitants ne payent que la taxe d'habitation, plus les tarifs. Mais je mets de côté les tarifs. Le jour où il n'y a plus de taxe d'habitation, cette autorégulation, je ne sais pas ce qu'elle devient. Alors vous me direz, la loi fait que l'État, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, amène un dégrèvement. Et donc, si jamais il se substitue à chacun d'entre nous à hauteur de 100, si jamais la collectivité décide d'augmenter ses taux qui amènerait une recette de 102, chacun d'entre nous va payer 2 et l'État ne paiera que les 100, si j'ai bien compris le mécanisme. Mais n'empêche que, avec ce qui se profile et qui est une réelle substitution des recettes liées à la taxe d'habitation par la recette d'un autre impôt, à un moment donné, on aura une déconnexion totale entre cette demande de nos concitoyens, et c'est d'autant plus vrai dans les villes importantes, parce que les villes importantes ont essentiellement des locataires, plus que des propriétaires occupants. Eh bien, cette demande-là, à un moment donné, elle ne sera plus autorégulée. Et ça, c'est un élément qui est devant nous parce qu'il est inflationniste en termes de... Il est structurellement inflationniste en termes de dépenses publiques. Et derrière, vous aurez toujours la facilité, au moment des échéances électorales, d'avoir des équipes qui promettront toujours plus que d'autres dans le domaine de la dépense, vous le savez, et on le sait tous. Il ne s'agit pas de les blâmer, simplement de considérer qu'à un moment donné, tous nos concitoyens n'ont pas le niveau de responsabilité dès lors qu'ils ne sont pas les payeurs. Donc c'est cet élément-là aussi qui fait que dans le futur, on a intérêt, mais vraiment intérêt, à avoir toute une série d'outils fiables, une chaîne du chiffre qui, elle, est extrêmement cohérente et performante, et des éléments d'information à l'égard du grand public qui nécessitent que dès aujourd'hui, on commence une pédagogie sur la dépense qui fasse qu'à terme, et dans le terme le plus rapide possible, parce que là on est sur une course contre la montre, on y soit responsable au sens plein du terme, au sens positif du terme, hein, pas au sens punitif, mais qui se sentent responsables du bon équilibre financier de sa collectivité. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que je vois la certification comme étant une petite brique de tout cet ensemble qui se dessine devant nous et sur lesquels on aura besoin de beaucoup de fiabilité et d'agilité. Merci à toutes et à chacun d'y contribuer.